I, T, X. Vous allez me dire quel rapport avec l'expertise. Bah, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Jingle! Alors l'objectif de la vidéo de ce soir, ça va être effectivement de comprendre ces différents profils d'experts. Il va falloir me faire confiance. Et puis, pour pouvoir faire un petit peu la compréhension globale de ce que c'est que l'expertise et de ces différents profils, on va commencer par faire un petit passage sur ce qu'est la quête de la connaissance. Et on va commencer notre chemin. Je repars de très très loin, je reviens de Descartes et de la connaissance universelle. Descartes, c'est l'une des dernières personnes dans nos sociétés qui avait encore la capacité de maîtriser la totalité du savoir scientifique et philosophique de son époque. C'est un philosophe du XVIIe siècle et il a cherché à comprendre l'univers dans sa totalité. Et mine de rien, il a maîtrisé la totalité des connaissances scientifiques et mathématiques qui étaient nécessaires pour qu'il puisse aller vers cet objectif de compréhension globale. Et une fois qu'on a vu Descartes, je vais sauter directement à l'émergence de l'informatique. Je fais un grand bond en avant et on va aller à l'origine, les premiers ordinateurs, c'était des architectures assez simples, c'était les réseaux, les architectures de Von Neumann et ainsi de suite. Techniquement, c'était pas compliqué. C'est la rupture, c'est la disruption que ça a fait à ce moment-là qui en fait quelque chose de très important et la révolution que ça a pu être. Mais d'un point de vue technologique et informatique, c'était pas si compliqué que ça. Un humain pouvait encore maîtriser largement tous les aspects et les concepts qui permettaient de construire un ordinateur. Et d'ailleurs, effectivement, ces ordinateurs ont été le fruit d'individus qui en maîtrisaient la totalité de la complexité. Même l'ordinateur individuel, à son début, a été quelque chose qui était humainement compréhensible par une seule personne. Un ordinateur, moi j'avais un 286 à l'époque, j'en connaissais la totalité de l'architecture du début jusqu'à la fin. Les architectures des ordinateurs, des systèmes sous 68 000, des systèmes type Apple, comme l'Apple II que vous avez devant les yeux, c'était des architectures qui étaient très simples. Et la couche logicielle qui tournait dessus, elle aussi, elle était susceptible d'être maîtrisée par une seule personne. C'était l'ère des assembleurs, du C, et puis est survenue la naissance d'Internet et la révolution numérique qui a été associée à cette naissance. On est rentré dans un monde connecté, avec une explosion des données, une explosion des défis techniques, une complexité qui devenait de plus en plus importante, à la fois sur les systèmes, la distribution des systèmes, les enjeux de sécurité sur Internet, la scalabilité nécessaire pour la réponse des services. Et puis, j'ai pas pu la mettre parce que c'est évidemment trop grand, trop compliqué à mettre sur des slides. Je vous encourage en illustration à aller regarder la carte du réseau Internet et l'évolution de la carte du réseau Internet pour appréhender cette complexité globale. Il en existe plusieurs, mais il y en a certaines qui sont plus célèbres que d'autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir de cette révolution, la capacité de maîtriser tout le périmètre de connaissances associé à l'informatique, et uniquement à l'informatique cette fois-ci, est devenue humainement impossible. On pouvait maîtriser certains aspects, certaines architectures et ainsi de suite, certains concepts, mais ça devient maintenant presque impossible de tout maîtriser. Et encore plus maintenant, où on arrive à l'ère du big data, de l'intelligence artificielle, où là, les volumes de données, les variétés, la vélocité de traitement des données, de transport des données, les modèles d'apprentissage automatique, le deep learning, la complexité pour un expert de maîtriser certains domaines particuliers est devenue extrêmement importante. Et du coup, la capacité cette fois-ci à tout intégrer, tout comprendre, elle est strictement impossible. Et même si on va encore plus loin, quand on va vers le hardware avancé, vers l'informatique quantique ou neuromorphique, avec des circuits intégrés, des chips quantiques, des architectures spécifiques pour faire de l'intelligence artificielle, du learning, des systèmes qui sont maintenant générés par de l'intelligence artificielle, puisque c'est devenu presque le cas maintenant. Et la complexité logicielle, la complexité des algorithmes
qu'on utilise sur ces systèmes, elle est en adéquation d'un point de vue de la complexité avec la complexité des systèmes sur lesquels elle tourne. Donc cette fois-ci, c'est même dans des aspects bien précis, dans des périmètres spécifiques, des périmètres de spécialité, impossible de tout appréhender en intégralité. Il y a un changement de paradigme qui s'est opéré, hein, de finalement se dire on cherche plus à tout maîtriser parce qu'on sait que c'est plus possible, mais il y a un enjeu commun. La volonté qu'avait Descartes, c'était de tout connaître, d'être en permanence dans une démarche d'apprentissage et de curiosité. Donc cet enjeu, il est toujours le même, et c'est un des enjeux de l'expert. La volonté de maîtriser un savoir en constante expansion, dans un contexte de plus en plus rapide, de plus en plus complexe. Voilà le métier d'un expert. Alors si on rentre un peu plus loin, l'expert, qu'est-ce que c'est? Donc on va le découper en deux parties. C'est un profil qui possède un certain nombre d'éléments structurants. D'abord des fondations, une base en termes de connaissances fondamentales et théoriques, sur lesquelles il va fabriquer de l'expérience, il va continuellement produire et en permanence tester, mettre en œuvre de nouvelles solutions, chercher de nouvelles solutions. Et donc l'expérience, c'est le fruit de la mise en application. Et de cette fondation et de l'expérience qu'il va acquérir, il va progresser et il doit continuellement progresser. Il doit être en constante amélioration, il doit produire de la valeur en permanence et de la valeur pour lui comme pour son entreprise ou la structure dans laquelle il gravite. Et ça se fait par une démarche de formation continue. Un expert, mais on va le voir, hein, c'est quelqu'un qui, j'aime pas le terme, mais qui se condamne à tout le temps apprendre et à s'améliorer. Donc ce profil qui possède des fondations d'expérience et qui est en constante amélioration, il faut qu'il apporte quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte en premier, et c'est souvent les premières actions que peut faire un expert, du soutien. C'est-à-dire être dans l'essence de l'expertise, dans la capacité à résoudre des problèmes, à apporter sa connaissance, sa valeur à son entreprise pour résoudre des incidents, être sur des recherches de solutions en permanence. Donc la première chose importante, c'est le soutien. La deuxième, c'est la matérialisation concrète de la production de valeur, c'est-à-dire de l'innovation. Et ça se fait parce qu'effectivement, il est dans une démarche d'expérimentation, de mise en contexte, et si on va loin sur cette démarche et qu'on ouvre et on s'autorise à tester des choses avec la possibilité que ça ne marche pas, on va produire de la valeur nouvelle. Effectivement, au début, on produit de la valeur qu'on est presque dans une démarche de rétribution. On a de l'acquis de compétences et de connaissances. Et donc le soutien, ça peut se suffire de cette connaissance maîtrisée. L'innovation, c'est une proposition de valeur en supplément. C'est-à-dire c'est le fruit du processus d'expérimentation. Enfin, le soutien de l'innovation, si on va au bout de l'innovation, cette fois-ci, on va dire qu'il est là pour produire des solutions. Et c'est peut-être finalement la finalité. Cette finalité, c'est de produire des solutions dans une démarche de proposition de valeur. Donc le maître mot, pour l'expert, c'est d'aller produire de la valeur pour son entreprise, de la valeur pour les autres, et aussi de la valeur pour lui-même, qui lui permet de produire encore plus de valeur pour les autres. Donc les qualités d'un expert de l'IT. Cette fois-ci, on est bien d'accord, hein, on regarde le sujet sur le périmètre de l'expert de l'IT. Première des qualités importantes, la compétence technique, la maîtrise approfondie des sujets techniques, des langages de programmation, du système, des réseaux, et maintenant aussi du big data, du cloud, de l'IA. On a maintenant plein de nouveaux sujets dans l'IT qui apparaissent dans le périmètre d'acquisition de valeur potentielle d'un expert. Et aussi de proposition. Et les nouveaux, l'expert devra apporter les nouvelles propositions de valeur sur le quantique, j'imagine peut-être même pas les prochaines grandes révolutions et ainsi de suite. Ensuite, la capacité d'analyse. Pour faire l'acquisition de la valeur et de la compétence, il faut être
dans une démarche d'analyse, d'aptitude à diagnostiquer rapidement les problèmes, à trouver des solutions à ces problèmes et donc à fabriquer des vraies solutions, des vraies propositions de valeur de façon efficace. Ensuite, la curiosité et l'apprentissage continu. Je réinsiste, un expert se condamne à être en permanence en train d'apprendre. Et c'est d'autant plus facile qu'il est curieux. Si on n'est pas curieux, je pense qu'il ne faut pas aller vers le chemin de l'expertise parce que la curiosité est indispensable, est intrinsèque à la démarche nécessaire, à l'acquisition de compétences nécessaires à un expert. La rigueur et la précision, c'est la volonté d'enlever les problèmes, d'éradiquer les problèmes et de s'assurer que dans son processus, on met en place des méthodes, des moyens pour assurer la qualité du travail et garantir le fait qu'on a évité les erreurs et les problèmes. On peut effectivement se dire, tiens, j'ai évité un caillou. Le but du jeu, c'est d'avoir des méthodes qui s'assurent qu'en permanence, on détecte et qu'on évite tous les cailloux. Ce qui est complètement différent. Et ça, c'est ce qu'on peut identifier quand on parle de rigueur et de précision. L'esprit d'initiative, évidemment, il va avec la curiosité quelque part. C'est la capacité à vouloir proposer des solutions, des nouveautés, de la valeur supplémentaire, de la valeur additionnelle par rapport à son périmètre de valeur acquise. Et donc on est encore une fois sur un périmètre d'amélioration. La communication. Alors elle n'est pas à proprement parler fondamentale pour tous les profils d'experts, mais disons que si on veut aller loin sur l'approche globale de tous les profils d'expertise, la communication à un moment ou un autre va devenir essentielle parce que elle permet de pouvoir échanger. Alors, il y a certaines communications pour un expert qui sont plus faciles. Échanger entre pairs, ça reste facile. Sauf si on est sur la confrontation, mais souvent ça reste facile parce qu'on a un langage commun. Mais là où c'est peut-être plus compliqué, c'est sur les sujets pour les non-spécialistes, la capacité de vulgarisation. Transmettre quelque chose de complexe à une personne qui n'a pas forcément tous les outils pour en maîtriser la totalité de la complexité. Donc c'est ce qu'on identifie quand on parle de vulgarisation. Et ça, cet enjeu de communication spécifique de l'expert n'est pas forcément présent chez tous les profils d'experts. L'esprit d'équipe, quoi qu'il arrive, c'est toujours bon de se dire qu'on va produire de la valeur en sachant s'appuyer sur un collectif, sur une proposition de valeur collective et d'intelligence collective. Après, c'est pas à proprement parler, et surtout pour les E-shaped, alors ce qu'on appelle un E-shaped, on le verra un peu plus tard, mais un profil spécialiste, c'est pas toujours de toute façon obligatoire, s'il est curieux, si il est en capacité de pouvoir construire par lui-même, mais disons que ça reste quelque chose sur la majorité des profils qui est quand même important. La résilience et la patience, quel que soit le profil d'expert, alors pas forcément de la résilience sur tous les sujets qui le constituent, là on parle bien sur les sujets techniques et sur l'appropriation des sujets techniques et dans son métier d'expert. Mais dans son métier d'expert, il doit être tenace, il doit persévérer face aux problèmes, il doit accepter la complexité des problèmes avec la volonté de les traiter. Mais finalement, cette résilience, c'est peut-être aussi de la méthodologie. C'est de se dire, je sais m'approprier un sujet complexe, un problème complexe, en le décomposant en une somme de problèmes plus simples et de réitérer ces processus pour finalement arriver à aller au résultat que j'attends. L'organisation. Pour la majorité des profils, être capable ils doivent s'intégrer dans une démarche projet de l'entreprise et ils doivent savoir gérer leur temps parce qu'il y a cette notion d'autonomie. Donc la gestion efficace du temps des projets, elle est fondamentale parce qu'un expert qui va produire de la valeur mais qui va la produire en retard, c'est plus un expert. Il faut savoir produire cette valeur et savoir assister au bon moment, aider au bon moment, expliquer au bon moment. Sinon, on sert à rien. Sinon, on produit une valeur qui, au final, aura déjà été produite par quelqu'un d'autre. Et puis, il y a cette dimension éthique professionnelle. Elle a deux faces, cette dimension. La face pour son entreprise, bien comprendre les enjeux de son entreprise et être au profit de son entreprise. Donc ça, c'est une dimension peut-être pas aussi noble, mais elle est extrêmement importante parce qu'on produit de la valeur et cette valeur, il va falloir
à un moment, au bénéfice du collectif dans lequel on est, la monétiser. Et donc, la monétiser, ça passe par le fait qu'on sait respecter la confidentialité des sujets qu'on traite. Comme en plus, ce sont des sujets de pointe, et qui sont donc des fortes propositions de valeur, cette responsabilité, elle est quand même très importante. Mais je vais surtout regarder dans la dimension éthique le sujet du respect des normes, du respect de la sécurité, de faire en sorte que quand on construit quelque chose, on le fasse sans mettre en péril qui que ce soit et quoi que ce soit. Et puis quelque part, il y a les dimensions maintenant, la dimension RSE, la responsabilité sociale et environnementale. L'éthique de ce qu'on fabrique, c'est aussi fabriquer des choses qui ne vont pas détruire l'écosystème dans lequel on est, la planète sur laquelle on est. Moi, ma chaîne s'appelle Ultra Green. C'est important pour moi de se dire que ce qu'on fabrique, ce qu'on produit, ça soit à la fois éthique pour les hommes, et c'est la dimension open source, mais c'est que ce soit aussi éthique pour ce qu'on fabrique et comment on le fabrique et les enjeux environnementaux de ce qu'on fabrique. Alors, comment on devient un expert? C'est un chemin. C'est un chemin qui, effectivement, va prendre ses racines sur quelque chose qui est, pour le coup, assez sélectif dès le début. C'est-à-dire la capacité à trouver l'adéquation entre passion et action, à trouver le périmètre sur lequel on va à la fois être performant, construire nos objectifs professionnels, mais qui soient en convergence avec nos centres d'intérêt et nos appétences personnelles. Donc trouver la convergence entre les centres d'intérêt et les objectifs professionnels. C'est sélectif. Forcément, dès le début, est-ce que tout le monde a la capacité de vraiment être dans ce périmètre d'adéquation, passion, action sur des sujets techniques? Peut-être pas. Les études et le cursus universitaire, effectivement, c'est une des grosses possibilités pour obtenir du savoir, de la compétence, c'est de faire un cursus secondaire, universitaire, une licence, un master, que ce soit dans le cadre d'une école d'ingénieur ou n'importe quelle modalité pour obtenir ces diplômes. Mais disons que en France, on a un petit peu l'habitude de regarder le sujet du cursus universitaire comme une condition sine qua non. C'est complètement faux. On verra, hein, l'approche de l'autodidacte est, à mon avis, plus importante. La curiosité et ce qu'on a vu en premier, l'adéquation passion-action, est probablement plus importante. Et en plus, effectivement, on va voir que si on va loin sur ces cursus universitaires, sur les approches doctorantes, par exemple, on va s'hyper spécialiser. Et on va voir que, finalement, est-ce que le e-shaped, quand il va, l'expert spécialiste, quand il va au bout du bout de sa démarche de spécialisation, à un moment, il y a peut-être un risque d'être un peu hors sol, et finalement d'aller creuser sur un sujet qui va peut-être pas être pertinent pour produire de la valeur. En plus, le risque qu'on a sur ces approches-là, c'est de se former et de produire et de publier, hein, sur son sujet de doctorat, sur quelque chose qui finalement peut ne pas être une branche solide de production de valeur. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'obligation à avoir un cursus universitaire long pour s'incarner comme un expert. Je, je sais de quoi je parle. L'expérience. L'expérience, ça, c'est extrêmement important, par contre, parce qu'effectivement, c'est l'expérience à la fois sur les sujets méthodologiques, technologiques. Alors ça, c'est dans l'IT évidemment extrêmement important. Et puis après, sur des sujets plus conceptuels, comme le DevOps, comme les méthodologies projet, l'agilité en elle-même, et puis quelque part, cette approche autonome, volontaire d'acquis d'expérience, par la dimension autodidacte qu'une personne peut avoir. Cette expérience, il va falloir, si effectivement le cursus universitaire n'a pas abouti à un niveau extrêmement élevé, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une qualification d'expérience et aller sur des parcours de certification. Alors c'est pareil, hein, sur les certifications, moi je pense qu'il faut quand même chercher des certifications qui ont une proposition de valeur la plus universelle et la plus globale possible, et peut-être pas forcément aller chercher de la certification, pardon, sur des produits ou des solutions qui sont fabriquées par des entreprises, parce que il y avait à l'époque Cisco qui était un acteur majeur sur Internet, et tout le monde se certifiait Cisco. Maintenant, est-ce que c'est toujours une vraie démonstration de valeur que d'être certifié Cisco?
Peut-être pas. En tout cas, la validation d'acquis d'expérience, la VAE, elle a par contre un intérêt important, c'est-à-dire j'ai acquis de l'expérience dans mon entreprise et je transforme cette expérience comme une équivalence d'un cursus universitaire pour être reconnu sur ce cursus universitaire. Ça, c'est beaucoup plus pertinent. Parce qu'en plus, ça permet de corriger ce biais d'analyse de la valeur que peut avoir le marché français en considérant que parce qu'on a Bac plus 5, on est meilleur que Bac plus 2 sur un sujet technique. D'où? Pourquoi? Alors, de toute façon, et c'est là où on va mettre tout le monde d'accord, on peut avoir fait tout le cursus universitaire qu'on veut, une grosse partie de ce qu'on va avoir appris pendant son cursus n'aura plus de valeur très rapidement. Maintenant, on considère que les compétences nécessaires à l'exercice d'un poste, elles ont une durée de vie qui est extrêmement courte. Donc, de toute façon, mettons tout le monde d'accord, on fait les VAE qu'on veut, on fait le cursus universitaire qu'on veut. Ce qui est important, c'est l'expérience qu'on a acquis et la volonté d'actualiser en permanence cette expérience. La volonté en permanence d'intégrer les compétences et les nouvelles compétences nécessaires à l'exercice de son rôle d'expert. Ensuite, une bonne façon de devenir un expert, c'est de contribuer. On est sur open source, on est sur Ultra Green, on parle d'open source. Donc une des bonnes façons de contribuer, c'est de le faire dans une démarche de valeur globale et de le faire par la confrontation communautaire et avec la volonté de contribuer sur des projets open source par exemple, ou de proposer ses propres projets open source. C'est un autre moyen important, la recherche du feedback. Être confirmé par ses pairs et échanger avec ses pairs pour s'assurer à la fois qu'on va dans la bonne direction et puis quelque part pour identifier un statut et confirmer, identifier un statut d'expert ou une position d'expert sur un périmètre. L'expert est d'autant mieux reconnu qu'il est admis comme expert par les gens avec lesquels il travaille et dans l'entreprise dans laquelle il est présent. L'élargissement et les interactions, faire des salons, des séminaires, faire des hackathons, l'aspect compétitif, mais aussi l'aspect échange beaucoup plus informel sur des salons, faire des séminaires, aller proposer des sujets dans des salons, des conférences, exposer ses découvertes dans des conférences, c'est un moyen de développer de l'expertise par l'échange et la confrontation avec les autres. Encore une fois, on est sur le sujet de la confrontation avec ses pairs, avec la confirmation par ses pairs. Le partage, j'insiste sur l'open source, mais de mon point de vue, c'est une clé. La capacité à proposer de la valeur en open source, c'est accepter de mettre son travail en évidence et de le proposer, et de proposer cette valeur. Et finalement, c'est une des façons de se dire si elle est utilisée, c'est que c'est une confirmation du fait qu'on est en mesure de produire de la valeur. Ce qui est important de se dire, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'apprendre, mais aussi jamais cesser de transmettre. Diffuser, publier ou contribuer en open source, transmettre, enseigner, ce sont des moyens en permanence de maintenir, pas forcément que pour soi, mais donc aussi pour les autres, cette boucle d'acquisition et de transmission de la valeur et de la compétence. Alors, on en arrive justement à nos fameux profils d'experts. Le premier profil qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le Dash-Shaped. C'est l'expert généraliste. Le maître mot, c'est la polyvalence. C'est quelqu'un qui a des compétences variées. Alors en IT, ça va être dans le réseau, dans le système, le développement, la sécurité, le cloud, la technologie. C'est quelqu'un qui va effectivement être en mesure d'être un bon chef de projet, un bon tech lead, où on verra les rôles un peu plus tard. Mais en gros, c'est quelqu'un qui a une vision globale des systèmes d'information, des enjeux de l'IT, et puis qui est peut-être le plus important, la capacité à relier les différents domaines, à faire la glue, le lien dans un projet pour pouvoir obtenir le résultat global final. Par contre, ce qui est un peu problématique, c'est qu'effectivement, avec l'émergence de l'IA, avec les LLM, avec tous les outils proposés par l'intelligence artificielle actuellement, il y a la dimension transmission de la compétence qui est pas aussi forte que chez les autres experts, parce que un expert,
spécialiste, lui, il va rapidement mettre une IA à l'amende. La capacité d'une IA à produire une valeur nouvelle, en tout cas pour les LLM, elle n'existe pas. Le LLM, il est la résultante des connaissances déjà acquises, mais finalement, il n'est que pratiquement pas en mesure de produire de la valeur spécifique. Si on considère que la synthèse et la reformulation est une valeur spécifique, alors d'accord. Mais si on considère que on considère pas que c'est le cas, bah, l'IA sur les principes d'un LLM, et est-ce réellement une IA d'ailleurs, puisque c'est pas une intelligence à proprement parler, hein, c'est un agent conversationnel raffiné. En tout cas, il n'est pas en mesure de produire de la valeur supplémentaire. Donc un e-shaped, il sera un peu plus à l'abri. Le voici, notre fameux e-shape. Donc c'est l'expert spécialiste. Il est, lui, positionné sur un cadre spécifique d'expertise. Il est pointu dans un domaine technologique. Alors on en trouve beaucoup dans les entreprises sur les sujets de la cybersécurité. On l'a vu comme maintenant, le nombre de sujets à maîtriser est important. Il y a des profils qui vont plutôt chercher à se spécialiser sur un domaine d'expertise particulière. Maintenant, on va voir qu'effectivement, ils vont forcément avoir à maîtriser des compétences sur d'autres périmètres. On va donc voir un autre profil dans la foulée qui va un petit peu être une résultante des deux. Mais en tout cas, notre e-shaped, lui, on le retrouve dans l'IA, dans le DevOps, dans le cloud, et c'est le référent dans son entreprise sur un sujet technique. Le où il fait partie d'un groupe restreint de personnes qui sont spécialistes sur ce périmètre-là. Quand on fait justement effectivement la somme des deux, on obtient le fameux T-shaped. C'est l'expert hybride, il allie polyvalence et périmètre de référence, il peut en posséder plusieurs, il peut avoir plusieurs verticales d'expertise profonde, et du coup c'est des profils qui effectivement dans l'entreprise sont plus rares, mais qui ont une vraie valeur. Et on va voir, quand ils vont intégrer une notion de leadership, plus une notion de communicant, on va aller sur des profils qu'on appelle cross-shaped ou X-shaped. Et là, c'est des gens qui vont devenir des leaders techniques. On va parler de T-shaped management ou T-shaped manager, parce qu'ils ont créé, au-delà de ça peut être sur un T-shape ou sur un E-shape, donc sur un domaine de polyvalence ou de référence ou de référence, ils vont effectivement ajouter cette notion de leadership. Et donc là, on a des profils qui vont être des profils qui vont construire de la stratégie, construire de l'orientation globale dans une entreprise. C'est des gens qui ont une valeur importante dans l'entreprise. Donc si on regarde les rôles, et ça va se confirmer, un dash shaped, on va retrouver les architectes, les consultants, les chefs de projet techniques, des gens qui ont une vision globale, qui vont permettre d'accompagner de façon efficace mais limitée sur la profondeur des équipes techniques. Ensuite, on va avoir les e-shaped qui, eux, vont plutôt être dans des rôles de référents techniques. Ils vont être en capacité d'accompagner très loin sur un sujet particulier. On retrouve des gens qui sont des formateurs sur des sujets techniques. Les chercheurs, quand ils vont intégrer une notion supplémentaire de scientifique sur le sujet technologique, on va avoir des chercheurs qui sont présents dans les entreprises sur les profils E-shaped. Et puis, le profil T-shaped, lui, on va trouver des chefs de projet plus globaux, ou peut-être même des responsables de portfolio de projet ou des product managers, des consultants, des gens qui, comme les dash-shaped, vont être en capacité d'accompagner globalement, mais cette fois-ci, en plus, des consultants seniors, pour le coup. On va parler vraiment de consultants seniors. Les product owners aussi, c'est des profils qui, effectivement, sont d'autant plus intéressants dans leur rôle de product owner quand ce sont des profils experts du type T-shaped. Et puis, en tout cas, c'est là où on trouve les leaders techniques. Et puis, à la fin, le cross-shaped, bah là, c'est là où on voit c'est des personnes qui vont devenir, avec le temps, des directeurs de programme, des CTO, des CEO dans leur entreprise. Alors, ce qui est intéressant chez l'expert, et moi j'ai toujours trouvé ça intéressant, c'est la capacité de pouvoir progresser sans... et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui est moi dans mon quotidien, c'est la capacité de pouvoir progresser sans passer par la case management. Le management, c'est un métier à part entière, et malheureusement souvent on l'oublie un peu parce qu'on croit que c'est au manager de régler les problèmes techniques. Non, le management, c'est la capacité, c'est extrêmement noble comme métier quand on le considère, c'est la capacité à pouvoir faire à un collectif des actions qu'il n'est pas forcément capable de faire
ou que les individus de ce collectif ne sont pas forcément capables de faire individuellement, et de permettre aux gens d'accroître en valeur. Donc on peut être un expert du management, on peut être un spécialiste du management, on peut être le spécialiste des leaders, le spécialiste du coaching, parce que la dimension d'un manager dans une entreprise moderne, c'est-à-dire qui a fait le choix de l'agilité, qui a fait le choix des méthodologies agiles, c'est effectivement le manager a une responsabilité d'épanouissement des personnes qui travaillent dans son département, dans son pôle, dans sa direction. Donc, faire un amalgame entre le fait que pour progresser dans l'entreprise, il faut passer par le management, en tout cas, moi, c'est pas mon point de vue, et la démonstration, c'est que grâce à l'expertise, et du coup, dans les entreprises, c'est possible de progresser dans l'entreprise sans passer par la case management. Et donc, effectivement, on va aller des chefs de projet, développeurs, intégrateurs, support ou opérationnels de l'entreprise, ops de l'entreprise, qui sont des dash ou des i, en progressant sur les sujets méthodologiques, aller vers des Scrum Masters, des Product Owners, parce qu'on a rajouté les principes et la compréhension des principes de l'agilité. En renforçant sa capacité de dev, on va pouvoir aller vers du lead développeur ou des métiers d'architecte. En renforçant sa connaissance technologique globale, on va aller vers des lead tech ou des ingénieurs, des DevOps ou des SRE, des profils qui vont permettre d'avoir une maîtrise globale de l'agilité dans l'application technique et dans la réalisation et dans le développement. Et puis ensuite, quand ils vont acquérir et monter en capacité de communication, mûrir encore sur la capacité méthodologique, mais donc s'ils évoluent sur la communication, on va trouver des profils de consultants seniors, on va trouver des coachs, des personnes qui vont être capables de développer l'agilité dans l'entreprise. S'il y a un acquis de compétences technologiques, on va avoir des gens qui vont être des formateurs. Donc là, des formateurs plutôt sur le profil I pour le coup, hein, sur le I-shaped. S'ils font l'effort et qu'ils ont la volonté d'aller sur le sujet scientifique, on va trouver les data scientists sur le sujet de l'IA, on va trouver des chercheurs dans des sujets plus fondamentaux, plus globaux. Et puis enfin, là on commence effectivement à avoir des gens qui ont une dimension un peu X, hein. Il y a des gens qui vont s'affirmer, typiquement chez les consultants, chez les formateurs, dans cette capacité un petit peu de construire du leadership. Et puis bah, c'est X, hein. Ils vont effectivement, s'ils continuent à s'armer sur le leadership, devenir des directeurs de programme, puis des CEO, s'ils continuent à s'armer sur le sujet technologique, être des leads stratégiques, des référents stratégiques de l'entreprise, et puis devenir potentiellement des CTO. Et puis, si notre profil qui a fait le choix de la science continue à travailler son leadership, bah, on peut avoir des gens qui vont devenir des directeurs des ressources, des recherches et développement. Donc voilà, ce qui est important de se dire, c'est que l'expertise, c'est un moyen de progresser dans l'entreprise sans passer par la case management. Et ça démontre que le chemin, je suis développeur et je dois devenir chef de projet, et ensuite je suis chef de projet, je dois devenir manager, ce chemin ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est quelle est la proposition de valeur. Alors, l'avantage pour l'expert, hein, c'est maîtrise technique accrue, on a la liberté de pouvoir mûrir ces sujets techniques et on a l'opportunité de le faire par les sujets qu'on nous propose. Il y a un aspect sur la reconnaissance professionnelle et sur la construction d'un réseau, sur l'échange et la communauté de travail qu'on va construire. Il y a un avantage aussi sur l'autonomie et sur la liberté de gestion du temps. Il y a, de mon point de vue, un sujet hyper important, la possibilité de travailler sur les sujets innovants. Oui, vu qu'on a cette responsabilité, on en a l'avantage. Si on a envie d'innover, c'est dans les métiers de l'expertise qu'on va innover. Et puis, bon, ça c'est mon point de vue aussi, mais ne pas aller vers le management, c'est s'enlever dans beaucoup d'entreprises la responsabilité de tâches administratives. Les tâches administratives sur la gestion du personnel, voilà, c'est quand même important de dire que dans la dimension du manager, il y a aussi malheureusement, alors je dis malheureusement, il y en a qui aiment ça, mais il y a cette responsabilité de gérer l'administratif, le quotidien des salariés. Quand on est sur des profils empathiques, bah, le management, c'est presque naturel et il y a des gens qui sont contents de le faire. Et c'est là où on voit les experts en management, les gens qui sont dans la définition la plus noble de l'exercice du management. Parce que justement, ils ont compris que
Ce que moi j'ai jamais compris, c'est que cette responsabilité des tâches administratives, elle est, quand elle est exercée correctement, efficacement, à la fois pas aussi forte qu'on veut bien le dire, mais indispensable pour la capacité d'épanouissement des ressources qui sont dans l'entreprise. Alors les défis et les limites. Alors justement parce que le principe, si tu fais pas de management, tu progresses pas. Bah, ça, malheureusement, dans certaines entreprises, ça se résume par une évolution salariale qui va être parfois plus limitée. Et puis aussi par le fait que dans certaines entreprises, euh, si tu n'es pas manager, tu n'es pas chef, et si tu n'es pas chef, tu n'as pas de pouvoir décisionnel. Alors effectivement, maintenant, on voit que pour pouvoir aller chercher des profils à forte valeur ajoutée dans la catégorie X, hein, pour le coup, bah là, l'entreprise, elle doit se challenger un peu sur ce sujet. Donc c'est pas complètement vrai. Dans les défis, c'est la nécessité de se renouveler d'augmenter son périmètre de compétences en permanence, de se remettre en cause en permanence. J'avais fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Bon, bah là, chez les experts, c'est au quotidien. Et puis effectivement, il y a la problématique de la reconnaissance qui est parfois moindre par le management. Parce que l'agilité n'est pas intégrée, parce que les bénéfices de l'agilité ne sont pas forcément intégrés et que du coup, on considère que si tu n'es pas manager, si tu n'es pas chef, tu n'es personne. Alors, j'ai essayé de faire l'exercice de remettre ces profils d'experts en relief avec les modèles psychologiques. Alors j'en ai pris deux, hein. J'ai pris DISC, DISC qui est l'acronyme pour dominant, influent, conforme, stable, et puis de l'autre côté celui que beaucoup plus de monde à mon avis va connaître, qui est MTBI, hein, qui essaye de définir quatre grandes familles de profils entre les analystes, les sentinelles, les diplomates et les explorateurs. Mon objectif c'est pas forcément, hein, de vous faire un centrique, hein, sur DISC et puis Myers-Briggs type indicator. Ce qui va être intéressant c'est de regarder qu'on a besoin de tous les éléments en tant qu'expert, mais que pour se projeter dans cette évolution un petit peu qu'on a vue, et ben effectivement, il va y avoir des profils qui potentiellement, ça va être plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, ces modèles, et quand vous allez regarder la littérature sur ces modèles, ce sont des guides, hein, mais que ces guides ne donnent pas une vérité intrinsèque sur les limites possibles en fonction des différents modèles psychologiques, mais ils donnent une bonne lecture. Et donc effectivement, si on regarde là pour MTBI, on va avoir la différence entre sensation et intuition. Donc on verra que en fonction, l'expert il va plutôt s'incarner sur la partie N, hein, pour le coup. Entre introversion et extroversion, alors ça c'est plus différent, ça va dépendre, probablement ça va faire la différence sur les profils plutôt T et X, hein, cross. La prise de décision entre pensée et sentiment, on va plutôt être sur du T pour le coup, sur les profils experts, et puis le mode d'action. Donc on va essayer de regarder ça. Donc si on regarde le Dash Shaped, souvent quand on regarde au niveau disque, ça va être plutôt stabilité. C'est des gens au début, hein, qui sont plutôt sur une recherche de stabilité, de coopération, hein, puisque c'est la dimension coopération du X qui va être importante. Et puis la recherche d'influence aussi, hein. On a vu, hein, il y a des consultants, il y a des gens qui vont chercher une augmentation du périmètre d'influence. Si on regarde d'un point de vue MBTI, donc on va retrouver plutôt chez les explorateurs l'amuseur. Effectivement, hein, c'est quelqu'un qui veut découvrir, c'est la curiosité, mais dans la curiosité un petit peu volubile du périmètre. On a les inspirateurs, des gens qui veulent se positionner, construire du réseau et puis essayer de développer ce réseau. Et de l'autre côté, on a les aventuriers, les gens qui veulent découvrir, qui sont avides de découverte et d'adaptabilité. Chez les E-Shaped, là, si on regarde le disque, c'est le consciencieux. C'est le gars qui veut aller au fond du sujet. C'est le gars qui est prudent, attentif, qui va déverminer tout son sujet pour le comprendre du début jusqu'à la fin. On est C complètement. On est conformité à gogo. Et si on le regarde d'un point de vue MTBI, on est plutôt sur des profils qui vont être du domaine du logisticien. L'approche expérimentale, l'approche d'expert stricte, rigoureuse. Et puis après, on va avoir cette notion de focalisation sur le sujet, de profondeur d'analyse du sujet et de rigueur.
Donc on a vu là, chez les Bleus, chez les Sentinelles, hein, le logisticien, on va avoir déjà des profils chez les analystes avec les architectes. Hein, on va avoir le logicien encore aussi, mais encore une fois, il y a cette dimension focalisation sur le sujet. Ensuite, on regarde les gens. Alors forcément, ces composantes, on va les retrouver chez tous les profils d'experts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des couches, c'est des strates, c'est des phases, hein, dont on est en train de parler. Et du coup, ces phases, on les développe avec le temps. Il y a d'autres méthodologies, hein, que celle-ci, hein, sur lesquelles on parle de cette notion de base, de phase et ainsi de suite, qui effectivement démontrent que au regard de l'évolution qu'on veut avoir dans sa vie professionnelle, dans sa vie tout court, on va avoir des mutations sur ce genre de choses. Le T-shaped, effectivement, il va être plutôt dans la conjonction des deux, c'est-à-dire le sujet stabilité, coopération, le sujet conformité, c'est-à-dire dans les domaines où je suis un expert spécialiste, je suis dans cette démarche de profondeur. Et puis, bah, par contre, effectivement, ça va être des profils, si on regarde au niveau MBTI, c'est là où on va avoir un peu plus de finesse sur l'analyse, c'est pour ça que j'avais mis les deux. On a l'aspect empathique qui se développe, l'aspect collaboration qui se renforce. Donc on a plutôt les avocats, on a les protagonistes, les gens qui vont commencer à incarner le sujet, qui vont porter le sujet par l'incarnation. Et puis on a aussi les défenseurs, le profil défenseur. Je suis le maître de ma connaissance, je la connais, je l'affirme. Et puis à la fin, on a les cross-shaped. Hein. Et là, si on regarde, c'est dominant-influent. Là, cette fois-ci, il y a la volonté de diriger l'action, d'être dans l'action, mais de diriger et d'orienter l'action. Et puis, il y a cette force. Donc là, le maître mot, c'est dans l'action. Et c'est encore une fois aussi dans une action collective. Donc il y a cette notion de coopération qu'on retrouve aussi chez les influents. Donc là, on est D plus I quand on regarde les choses d'un point de vue disque. Et puis, bah, on parle, les traits clés, on parle de leadership, on parle d'influence, on parle de stratégie. Donc on va retrouver les commandants, hein, chez les analystes, c'est un profil qui est très courant. On va trouver encore une fois les protagonistes, hein, les protagonistes du côté des diplomates, hein. Et puis enfin évidemment les directeurs. Mais entre le commandant et le directeur, bah, vous regarderez, hein, en fonction de ça s'identifie. On est sur jugement. Par contre, effectivement, la différence, elle va se situer entre sensation et intuition. Savoir comment on fonctionne. Quel est le driver, quelle est la façon dont on recherche l'information pour pouvoir travailler, qui va faire la différence. Donc voilà, je cherche pas du tout à me positionner comme un quelconque référent. J'ai essayé de construire un petit peu cette cartographie pour donner un petit peu, pour que les gens puissent se dire tiens, je vais aller creuser, c'est intéressant ce sujet, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin sur Disque, sur MTBI. Il y a d'autres approches que celle-ci, mais au moins celle-ci, vous trouverez l'information publiquement. Et puis bah, ça donne des clés, hein, quelque part aussi, pour essayer de se positionner. Hein. Sur MTBI, vous avez des questionnaires gratuits en ligne qui permettent de vous identifier. Et puis bah, ça vous permet de vous dire qu'est-ce que je, qu'est-ce, comment je me positionne et qu'est-ce que je peux faire. Moi, voilà, je m'identifie comme un expert, et puis qu'est-ce que ça va me permettre. Alors, je vais conclure, et puis bah, on va essayer de se dire comment réussir une carrière d'expert. Première chose, il faut savoir se spécialiser. Je pense que vous l'avez compris. Peut-être qu'il faut aller chercher des profils plus comme les T-shaped ou ciblés si on a envie. Hein. Et encore une fois, c'est si on a envie d'aller dans cette dimension, assumer, porter la stratégie, et qu'on veut cette dimension d'incarnation des sujets. Ça passe par le fait de se spécialiser tout en gardant une ouverture. C'est la clé du T-shape, ce que je suis en train de donner. Hein. D'accord ? Ensuite, le développement du réseau professionnel. J'aurais envie de dire que dans tous les cas de figure, c'est indispensable. Qu'on soit un dash ou un cross, développer son réseau professionnel, c'est le seul moyen d'être dans la confrontation constructive, hein, dans la cohabitation, dans la co-construction. Donc c'est indispensable. Et que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de son entreprise. Ensuite, partager ses connaissances. C'est fondamental pour moi, donc je considère que un expert qui ne partage pas ses connaissances, c'est comme une boîte de chocolat qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, quoi.
Donc non, il y a une responsabilité sociale, éthique, dans le transfert de la connaissance. On n'acquiert pas de la valeur pour... Alors si, pour le plaisir, pour soi-même, mais au final, si on veut avoir effectivement un petit peu de reconnaissance sur cet acquis de valeur qui a été proposé par les études qu'on a fait, qui a été proposé par les gens qui ont interagi avec soi, on doit partager cette connaissance. La visibilité, ouais, c'est indispensable de faire encore une fois des conférences, de faire de la scène hein, pour présenter son sujet, de faire de la contribution open source, de publier quand on est plutôt sur le sujet scientifique. En tout cas, il faut être visible parce que cette visibilité, c'est aussi un travail qu'on doit faire pour s'assurer qu'on est pertinent. Ensuite, et oui, ça passe par le chemin passe par la reconnaissance de l'entreprise dans laquelle on est. Donc oui, il faut essayer en permanence de construire cette reconnaissance, à la fois en titre, en mission, en salaire, en rétribution. Euh, Forcément, et c'est aussi indispensable parce qu'il y a une part de légitimité et de crédibilité qui doit se construire par la reconnaissance, et cette reconnaissance, elle passe aussi par les caractères rétributifs. Et je vais conclure sur 3 points. L'expertise technique, c'est la voie de l'excellence. C'est la volonté de cheminer sur le chemin de la compétence et de l'excellence, et dans notre cas de figure, dans l'IT. Vous l'avez compris, il y a plusieurs modèles de carrière qui existent, avec ou sans management, mais moi, j'ai voulu illustrer un peu plus le fait que le chemin sans management était tout à fait praticable. Et puis, je vais finir de mon point de vue sur l'important, et je l'ai dit, hein, vous vous rappelez, le tout début du chemin de construction d'un profil d'expert, c'est cultiver sa passion. On est expert sur un périmètre qu'on a envie de maîtriser et qu'on a envie de partager. Et pour ça, effectivement, par contre, il y a cette dimension extrêmement importante de la continuité, de la permanence du processus d'apprentissage. Et une façon d'apprendre, c'est aussi de partager et de transmettre. Moi, dans ma démarche, ce que j'essaye de faire sur la chaîne Ultra Green, c'est aussi pour moi que je le fais. C'est-à-dire en essayant de me forcer à synthétiser les choses pour les présenter et pour les apporter. Ça m'oblige à formaliser et à faire un exercice qui, de mon point de vue, est indispensable pour un expert, qui est celui de l'exercice de la vulgarisation. Alors, est-ce que je suis le meilleur à vulgariser? Peut-être pas. Est-ce que je suis le meilleur dans la synthèse, vu la longueur de mes vidéos? Peut-être pas. Mais disons qu'il y a cette volonté de transmettre. Et du coup, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.